Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Je vous connais pas tous, mais Erika a parlé, mais j'ai pas compris. Alors, vous avez un chat. En fait, le principe, c'est que Jean-Marc il va parler et vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez nous poser des questions, mais par le chat, parce que si tout le monde parle en même temps, ça va pas le faire. Donc, Voilà, vous avez un chat à côté et voilà, Jean-Marc comme moi, on lit vos questions. Pensez à couper et la caméra et le micro. Là, le chat marche puisque Mehdi, Hugo, Maël, Evie on dit bonjour à tout le monde. Ça marche. Marion Weckerlé est là, collègue. Bonjour Marion. Et Fabienne Péris nous a rejoint. Elle apparaît sous le nom d'externe. Elle est repartie au lycée, donc en externat. Bonjour Fabienne. Et bravo pour ta prestation télévisée sur Arte. Magali aussi est arrivée. Bonjour Magali. Magali Brunet, donc du CMS. Merci Fabienne pour le message. Tu me raconteras les retours, Fabienne. Oui, merci Magali d'être là à nouveau. J'espère que tout le monde va bien au CMS. Robin, si tu peux couper ta caméra. Merci. Bon, on démarre dans 1 minute, c'est ça, Olivier, t'es d'accord? 18h01, je ferai la production. Quelle heure est-il exactement? 18h, oui, on a encore 1 minute. Bonsoir Marion, oui, ça y est, je vous vois sur le chat. Taoufa est arrivé aussi. Bonjour Taoufa. Alors Emma me dit qu'elle n'entend personne. Même Emma, pas moi, Emma. Qu'est-ce qui se passe? elle a un problème sur son micro. Moi, je t'entends parfaitement bien. On s'entend très bien. Je pense que c'est les haut-parleurs qui ont un souci. Emma Pérez-Lafont, à tout le monde. Ouais, bonsoir. Pour ma part, je n'entends personne. Non, mais vous les voyez sur le chat. Mais est-ce que vous m'entendez, Emma? Marion, elle nous entend. C'est l'heure d'arriver, là. Oui, c'est la bourre.
Bizarre que Emma n'entende personne. Donc, si vous pouvez chatter avec Emma pour Non, mais c'est bon, je vais gérer, Emma. Pérez Je- Lafont. C'est Pérez Lafont, hein, son prénom apparaît pas, mais c'est Pérez Lafont Gunboenzem. J'aurais dû le prononcer comme il faut, mais si elle n'entend pas, c'est pas grave. Bon, on démarre, Olivier? Allez, on va commencer. Donc bonjour à tous. Voilà, on s'est dit qu'on allait monter quelques conférences sur l'histoire de l'aviation durant cette période de confinement. Et donc j'ai contacté des différents historiens. Donc là, vous avez Jean-Marc Olivier, qui est historien à l'université Jean Jaurès, mieux connu comme Université de Mirail à Toulouse, et qui dirige le master d'histoire de l'aviation. Et donc c'est la première conférence qu'il va nous proposer sur l'histoire de Toulouse aéronautique. Voilà. Il y aura une deuxième conférence sur le thème de Toulouse aéronautique sur la deuxième période. Il y a une première période de 1917 à 1978, et puis il y aura une deuxième période de 78 à nos jours, qui va correspondre à la période Airbus. Donc là, aujourd'hui, c'est la période pré-herbusienne. Oui, un petit peu herbusienne, mais les débuts difficiles, on va dire, d'Airbus. Tout début d'Airbus, on parlera plus d'Airbus les prochaines fois. On aura d'autres conférences sur les avions civils. Voilà. Donc, on va vous proposer différentes conférences, une par semaine. Donc, probablement tous les jeudis. La semaine prochaine, vous aurez les As de la Première Guerre mondiale par Zachary Boubli, qui est un historien agrégé, spécialiste du domaine. Et vous allez voir comment est-ce que l'aviation est née de la Première Guerre mondiale, on a construit les premiers appareils. Alors, les historiens ont déjà entendu celle-là. Là, tu t'adresses aux étudiants je parle à mes étudiants IENAC première année. Hein. Dans le public, il y a des étudiants ingénieurs ENAC première année. Il y a aussi quelques historiens que nous avons invités. Donc, une conférence sur les As de la Première Guerre mondiale jeudi prochain. Une conférence sur l'histoire des aéroports parisiens. Orly, Charles de Gaulle, Le Bourget, par Jean-Emmanuel Terrier, ici présent. Il est également historien rattaché au musée de l'air et de l'espace. Et puis voilà, et puis on va continuer comme ça, probablement jusqu'au mois de juin, avec des conférences à un rythme hebdomadaire. Voilà. Vous êtes 58, je vais donner la parole donc à Jean-Marc. Merci Olivier. Bienvenue à tous et bonjour. Donc on va voir dans une première grande partie en quelque sorte, naissance et développement de l'industrie aéronautique dans la région toulousaine, 1917-1978. Et il y aura une deuxième présentation pour la période de 78 à nos jours. Donc, tout d'abord, quelques mots d'historiographie. Ça, c'est plutôt pour les historiens, mais l'histoire de l'histoire, c'est important parce qu'il faut prendre du recul et toujours être en quête d'une objectivité maximale en histoire. Et les étudiants de l'ENAC aussi savent bien qu'il faut être le plus objectif possible dans le domaine de l'aéronautique. Ça évite les catastrophes. Alors, en gros, la problématique, c'est pourquoi l'aéronautique s'est développée à Toulouse. Pourquoi aujourd'hui, Toulouse, on peut le dire, un peu à cause malheureusement des déboires de Boeing, Toulouse est devenue la capitale mondiale de l'aéronautique, même si en ce moment c'est beaucoup plus calme aussi à Toulouse. Mais c'était pas, disons, inscrit dans la continuité historique. Donc il y a eu quelques hasards assez extraordinaires, pas uniquement des hasards, qui ont fait de la région toulousaine la capitale mondiale de l'aéronautique en un peu plus d'un siècle, en quelque sorte. Alors bien sûr, on peut discuter de capitale mondiale. Ce qui me permet d'avancer l'idée de capitale mondiale, c'est que en fait, Toulouse est aujourd'hui, à la différence de Seattle, le seul site où on a à la fois une concentration de production, d'études, etc., mais aussi le centre décisionnel, c'est-à-dire que le siège social opérationnel d'Airbus est à Toulouse désormais, alors que le siège social de Boeing, donc pour l'aviation civile, hein, donc en rival en quelque sorte, n'est plus à Seattle, mais à Chicago, comme vous le savez.
Donc, c'est assez récent. Et donc, d'ailleurs, ça fait partie des grands débats autour de la recherche des causes de la catastrophe du 737. Donc, Toulouse, par son importance, mérite bien sûr qu'on se penche sur son histoire pour essayer de mieux comprendre les étapes de cette réussite. Et si on simplifie à l'extrême le débat historiographique, en gros, il y a deux historiographies qui s'affrontent pour expliquer le succès du site toulousain, ou au moins son démarrage. Il y a une historiographie, on va dire un peu classique, qui est venue souvent d'historiens qui ne sont pas toulousains d'ailleurs, qui sont plutôt des historiens, comme on dit à Toulouse, du nord de la France. Mais le nord commence tôt, hein. À Toulouse, ça commence pratiquement à partir de l'Aveyron. Donc, attention. Et cette théorie classique, cette historiographie classique dit qu'en fait, Toulouse a reçu un cadeau de l'État français pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il fallait développer une industrie aéronautique loin du front. Et donc, il fallait choisir une grande ville du sud de la France pendant cette Première Guerre mondiale pour produire des avions, plus exactement pour produire sur plan des avions. Donc, on n'a pas inventé l'avion à Toulouse, loin de là. Et donc, ce serait uniquement ce rôle de l'État qui serait à l'origine du démarrage de l'industrie aéronautique à Toulouse. Alors, c'est réducteur. Alors, en face de cela, on a une historiographie toulousaine, alors qui n'est pas exempte non plus de petits défauts, puisqu'elle va être des fois un petit peu chauvine, en quelque sorte, cette historiographie toulousaine. Alors moi-même, je ne suis pas toulousain, donc j'en parle assez librement. Donc cette historiographie toulousaine, elle insiste plutôt sur Clément Ader, par exemple, qui serait le premier à avoir volé, qui aurait inventé l'avion, du moins le mot avion. Et ainsi, ce serait logique que Toulouse soit aujourd'hui devenu ce pôle aéronautique. Alors là aussi, il faut faire très attention parce que Clément Ader, d'ailleurs, il n'est pas tout à fait de Toulouse, hein, il est du Murtin, la région de Muret. Et c'est vrai, il a fait voler très tôt des cerfs-volants dès 1870 sur les plateaux du Lauragais, donc au sud-est de Toulouse, parce qu'il voulait aider l'armée française en déroute et donc lui donner le moyen d'observer l'ennemi et créer des cerfs-volants suffisamment grands pour porter un observateur. Et c'est pour ça qu'il fait des essais dans le Lauragais, ça c'est confirmé. Et ensuite, il s'intéresse à la notion de plus lourd que l'air pour créer ce qu'il espère être le premier avion avec un moteur à vapeur. Mais en fait, ces premiers essais, pas très concluants d'ailleurs, hein, si on est vraiment objectif, rigoureux, Clément Ader n'a pas vraiment volé. Et comme le disent certains, tant mieux pour lui, parce que l'avion qu'il avait conçu n'était pas contrôlable en l'air. Donc ces premiers essais ont lieu dans début des années 1890, mais ils ont lieu en région parisienne, donc plus rien à voir avec Toulouse. Donc, en fait, jusqu'en 1917-1918, Toulouse connaît l'aviation, connaît l'engouement pour l'aviation. Il y a des meetings qui sont organisés, pas très loin d'ailleurs de l'université de Miraz, ce qu'on appelle le quadrilatère militaire, mais il n'y a rien de spécialement fort à Toulouse. Donc, il faut être très prudent. Et tout se décide donc dans cette année 1917, avec un phénomène particulier que l'on va donc développer dans la première partie. Alors il faut que je la première partie, donc consacrée au début hésitant de l'industrie aéronautique, hein, de 1917 à 1945 dans la région toulousaine, avec deux acteurs principaux, Pierre-Georges Latécoère, qui est un petit peu le héros local des débuts de l'aviation. On pourrait ajouter Émile de Voitine, mais il arrive un peu après, et bon, il a un rôle quand même moindre dans les débuts. Et l'État français, puisque l'État joue un grand rôle. Mais ça, c'est quelque chose de vrai pour toutes les industries aéronautiques de tous les pays du monde, pratiquement. C'est une industrie qui souvent s'appuie sur les commandes de l'État, en particulier à ses débuts, parce qu'au début, il n'y a pratiquement que des avions militaires qui sont commandés en petite série, d'ailleurs. Alors, qui est ce personnage de Pierre-Georges Latécoère? Eh bien, c'est on peut dire, un enfant des Pyrénées, donc il n'est pas toulousain en plus. Donc il est de Bagnères de Bigorre, où il passe l'essentiel de son enfance.
et où il vit donc dans l'entreprise de son père, Gabriel Latécoère, à Bagnères de Bigorre, qui est une scierie qui a été créée sous le Second Empire. Vous savez, cette phase prospère du Second Empire. Donc en 1864, Gabriel Latécoère développe une scierie grâce au bois et à l'énergie hydraulique des Pyrénées. Les Pyrénées sont assez, alors peut-être pas industrielles à cette époque-là, il n'y a pas de grandes usines, mais c'est une région qu'on peut qualifier d'industrieuse, avec une multitude de petits établissements qui profitent du minerai de fer, du bois qui peut servir de matière première directement, ou qui peut être transformé en charbon de bois pour les forges à la catalane, même si dans la deuxième moitié du 19e, elles sont quand même en grand déclin. Mais Pierre-Georges raconte qu'il a pu voir fonctionner des forges à la catalane. Donc il est passionné par la technique, par les métaux, il aime dessiner aussi. Donc c'est le fils donc d'un capitaine d'industrie assez ouvert, assez dynamique, parce que cette entreprise familiale, et donc on est dans le 1.1, comme vous l'avez deviné, cette entreprise familiale se développe assez vite, tout simplement parce que l'intelligence de Gabriel Latécoère, hein, donc le père de Pierre-Georges, et de sa mère Jeanne aussi, qui est associée aux affaires, c'est important pour la pérennité de l'entreprise, parce que euh, Gabriel Latécoère décède en 1905, hein, donc très tôt. Et en fait, c'est sa femme qui tient l'entreprise, une sorte de capitaine d'industrie en jupon, mais assez efficace, pendant que ses fils, dont Pierre-Georges, sont encore trop jeunes. Donc l'idée de Gabriel Latécoère, le père de Pierre-Georges, c'est de ne pas se contenter de produire des planches dans sa scierie, mais d'essayer d'avoir plus de valeur ajoutée, donc d'être plus technique dans ses fabrications. Donc il va développer des huisseries, il va développer une fabrication entre de parquet, mais aussi de charpente, etc., etc. Et surtout, étape essentielle, il va produire, et là le marché est gigantesque à partir du Second Empire, les structures en bois des wagons. Pas le châssis qui est en métal, mais la structure qui vient s'installer sur le châssis. Et donc ça, c'est un grand succès. Et là, l'entreprise prend de l'ampleur. Pierre-Georges, donc, qui est étroitement associé, et il fait des études brillantes. Il est envoyé au lycée Louis-le-Grand, donc à Paris, où il prépare le concours d'entrée à l'école centrale. Il réussit, où il entre en 1903. Et là, c'est surtout grâce à ses notes en dessin industriel, d'ailleurs, qu'il est repéré. Et il s'intéresse aussi beaucoup aux nouveaux métaux, aux alliages légers, comme les alliages d'aluminium, le duralumin en particulier, que ma collègue Magali Brunet et Taufa aussi connaissent bien. Donc c'est cet intérêt qui fait de lui un personnage clé dans cette aventure industrielle débutante. Mais son père décède en 1905, donc il doit faire des allers-retours entre Paris et Bagnères de Bigorre pour réussir à aider sa mère à développer l'entreprise. Euh, c'est aussi un étudiant qui a de multiples facettes, hein, visiblement, Pierre-Georges. Il aime beaucoup lire également, il se passionne pour la littérature. Il aime bien faire la fête aussi avec ses camarades, souvent fils de grands industriels de l'Est et du Nord de la France. Donc il se constitue un réseau. Euh, donc ça, c'est pas négligeable également pour comprendre la suite de l'aventure industrielle. Et cette aventure industrielle prend une toute nouvelle dimension, déjà parce que l'entreprise Latécoère obtient des commandes importantes des grandes compagnies ferroviaires et décide de s'installer à Toulouse et pas seulement à Bagnères de Bigorre, parce que Bagnères de Bigorre, c'est quand même un petit peu difficile d'accès. Et pour livrer les wagons, il vaut mieux être à proximité d'une gare importante. Et en l'occurrence, celle de Toulouse fait partie du réseau vraiment national. Donc on installe dès 1912 des ateliers de mécanique en particulier pour monter les structures des wagons sur les châssis et commencer à envisager de produire le wagon complet dès 1912. Mais la Première Guerre mondiale éclate en 1914, donc ça met fin à ces expériences, même s'il y a des commandes en cours, des commandes très intéressantes, mais Pierre-Georges, comme les autres industriels, alors Pierre-Georges s'est engagé dans l'armée, malgré qu'il commence à être un petit peu âgé, en plus il est myope, donc il se retrouve dans l'artillerie, donc au bout d'un moment quand même, ses officiers lui disent que il serait plus utile à l'arrière. Donc on le renvoie gérer son usine. Et là, il développe donc une production de munitions,
hein, que vous pouvez... alors, Nathan Bonhomme veut annoter le contenu partagé. Oui, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? J'ai une demande là qui apparaît sur l'écran. Bon, on va faire comme ça. Il y a le chat, hein, monsieur, si vous voulez mettre des choses. Donc, la Première Guerre mondiale éclate. Il produit donc des munitions dans des ateliers en particulier situés du côté de la route de Revel, donc toujours au sud-est de Toulouse, hein. Il y avait eu un premier atelier au Pont des Demoiselles, mais avec quelques accidents. Donc, on l'a éloigné l'usine un peu. Elle se retrouve route de Revel. Et Pierre Georges continue à négocier des contrats pour l'après-guerre, des contrats de wagons, parce que lui, bien sûr, sa grande spécialité, ce sont les wagons, et c'est plein d'avenir. Et il obtient d'énormes commandes. Le seul problème, c'est que ces commandes, c'est pour l'après-guerre. Et lui, son rêve, comme beaucoup d'ingénieurs, et en particulier centraliens, c'est de construire une toute nouvelle usine, parce que ces ateliers de la route de Revel, comme ceux des Ponts des Demoiselles, sont des ateliers quand même assez sommaires. Et donc, je vois que Nathan Bonhomme a trouvé la solution, je le vois sur le chat. Bon, pas de problème. Donc, son objectif, c'est de construire l'usine de ses rêves. L'usine Il y a 4000 employés, frérot, on va pas de toi. Ah, oui, c'est bon. Donc, pour cela, il faut qu'il décroche un gros contrat, une grosse commande. Et là, donc ça peut être qu'une commande d'État pendant la Première Guerre mondiale, parce que si il fournit quelque chose d'important à l'État français, à l'armée française en plein conflit, on lui avance l'argent pour construire une nouvelle usine. Donc il actionne, il active son réseau, et en particulier Louis Loucheur, le ministre de la Guerre, qu'il connaît bien, avec qui il partage différentes passions, dont une passion pour la culture allemande, qui n'est pas courant à cette époque-là. Donc, il discute beaucoup avec Louis Loucheur, mais le problème, c'est que toutes les commandes de wagons pendant la guerre sont déjà en route, et elles sont en quelque sorte monopolisées par des grandes entreprises, beaucoup plus grandes que celles de Pierre Georges. Mais on manque d'avions, et en particulier d'avions de reconnaissance, d'avions d'observation. Il y a une entreprise parisienne qui s'appelle Samson, qui n'arrive pas à produire un nombre suffisant d'avions dans ses ateliers parisiens, parce qu'elle produit aussi des moteurs d'avions, cette entreprise, d'origine suédoise d'ailleurs, hein. Et donc, on propose à Pierre Georges de produire sur plan ces avions à Toulouse, dans une nouvelle usine qu'on lui finance, et à lui de relever ce défi. Alors, il a jamais produit l'avion, hein. Et voilà l'avion qu'on lui demande de produire. Donc, c'est le Samson 2A2. C'est un excellent avion d'observation, hein, qui va pratiquement à 200 km/h, qui peut monter jusqu'à 6000 mètres. Donc c'est le biplan typique. Alors, le seul qu'on peut vraiment admirer, il y en a un au Japon, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc c'est peut-être plus simple, et c'est un civil. Bon, celui-là est pas tout à fait militaire non plus, il n'y a pas les mitrailleuses dessus. Mais celui-là, vous pouvez le voir à l'envol des pionniers. Vous savez, le musée situé à Montaudran, dans une partie des locaux de l'ancienne usine Latécoère, sur laquelle on va revenir. Donc ce Samson 2A2 a été reconstitué, il y avait quelques pièces d'origine, et en fait, on a ensuite reconstitué complètement l'avion, d'après les plans qui existent toujours, et cet avion, vous pouvez l'admirer depuis peu, hein, au musée L'Envol des Pionniers, qui est à côté de la halle des machines, à Montaudran. Pour ceux qui se promènent, qui arrivent par le périphérique, qui viennent de l'extérieur, hein, c'est pas très loin du bâtiment qu'on voit depuis le périphérique toulousain, qui s'appelle le B612. Donc, dans ce musée, vous avez un Samson 2A2 reconstitué. Il faudrait lui ajouter donc 2 mitrailleuses à l'avant, et souvent une mitrailleuse aussi à l'arrière. Donc, il est très bien armé, avec tir synchronisé à travers l'hélice. Donc, mais ça, Zachary Boubli vous en a parlé mardi. Donc il est très bien armé pour un avion d'observation, il va même remporter quelques victoires. C'est probablement l'un des meilleurs avions d'observation de toute la Première Guerre mondiale. Et l'État français en commande 1000 à Pierre-Georges Latécoère, en plus de ceux commandés déjà chez Samson proprement dit, parce que l'observation dans cette guerre de tranchées, hein, on est toujours en guerre de tranchées en 1917, c'est la clé de la victoire. Ça permet de voir où l'ennemi a des points faibles, et puis aussi de voir où l'ennemi concentre des troupes pour une attaque. Si on n'a pas d'avion d'observation performante, protégé par des chasseurs, bien sûr, on ne peut pas gagner la guerre. Donc c'est un secteur stratégique,
Et Pierre-Georges Latécoère, qui n'a jamais construit d'avion de sa vie, qui n'est jamais monté dans un avion même, accepte, hein, parce que c'est la perspective de se voir financer une nouvelle usine. Et c'est ça qui lui plaît énormément. Donc il bénéficie de cette commande et on lui avance une somme considérable pour l'époque pour financer sa nouvelle usine, qui est l'usine de Montaudran, au sud-est de Toulouse. Voilà, pareil, dans le prolongement un peu toujours de la route de Revel. Voilà l'intérieur de la grande halle, comme on peut la voir. Je crois que j'ai une vue aérienne là aussi. Et dans l'encadré, vous avez une petite vue des bâtiments actuels qui existent toujours. Voilà les grandes halles, hein. Et sur la diapo précédente, on a l'intérieur de ces grandes halles qui sont en cours de transformation. Elles ont été inscrites à l'inventaire du patrimoine. Elles sont donc protégées, elles vont accueillir des associations artistiques, etc. Mais le musée L'Envol des Pionniers, lui, n'est pas dans la grande halle, hein, il est dans des ateliers annexes de ce site. Donc on voit les Samson 2A2 en cours d'assemblage dans cette grande halle, fabriquée sur plan. On a alors l'aile de l'avion, d'où la photo a été prise, hein, parce qu'il faut bien comprendre que l'observation, elle se faisait au début de manière assez archaïque, on lançait des messages par rapport à ce qu'on avait observé. Ensuite, on avait même utilisé des pigeons, des cordes pour glisser des messages plus précisément, mais surtout, assez vite, on a utilisé la TSF, hein, la radio, donc pour communiquer avec le sol en langage codé, rapide, et pour pouvoir envoyer des informations. Ça sert aussi à guider les tirs d'artillerie, hein, pour être plus précis, parce que l'artillerie tire au-delà de l'horizon, et donc sans avion d'observation, l'artillerie est aveugle. Donc on a l'exemple ici d'un avion d'observation qui a pris une photo de l'usine, à une date un peu postérieure quand même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la voie ferrée, on ne la voit pas très bien, elle est ici, et que la piste, alors elle est masquée, hein, parce qu'il y a d'autres bâtiments là, des usines Latécoère, et la piste est devant les usines. C'est-à-dire que le défi de Pierre-Georges Latécoère, c'est de produire des avions. Alors certains sont envoyés en caisse pour être assemblés par l'entreprise Samson à Paris, mais la majorité des avions doivent décoller devant l'usine et être livrés directement sur le front. Donc c'est un test essentiel, puisque l'industrie aéronautique, l'avantage, c'est que vous savez tout de suite si vous avez réussi ou pas. Donc les premiers avions décollent sans problème, elles sont livrées. Donc c'est un succès. Et Pierre-Georges donc produit plusieurs avions par jour et finalement on produit 600 sur les 1000 prévus, mais la production est interrompue, c'est normal, par la guerre. Donc il est très heureux de cette fantastique aventure, puisqu'il a réussi son pari, il a relevé ce pari incroyable. Et c'est le premier avion produit à Toulouse, donc c'est le début de l'industrie aéronautique à Toulouse, sur le site de Montaudran, qui est sur le site de la commune de Toulouse. Je regarde le... Oui, je vois pas de questions, donc je continue. Alors l'intérieur de l'usine, parce que là on entre dans le débat historiographique, évidemment. On a commencé à présenter l'historiographie toulousaine. Pourquoi Toulouse? Pourquoi ça a réussi à Toulouse? Alors il y a Pierre-Georges Latécoère, bien sûr, il y a l'éloignement du front, oui, c'est vrai, mais pourquoi pas après tout Bordeaux, ou Montpellier, ou Nice, ou Marseille, peu importe. En fait, ce qui s'est passé à Toulouse, c'est que Pierre-Georges Latécoère a pu recruter une main-d'œuvre qualifiée, et en période de guerre, une main-d'œuvre qualifiée composée pour l'essentiel de femmes, comme vous le voyez ici dans l'atelier de ce qu'on appelle les entoileuses, celles qui tendent les toiles et qui les enduisent pour les rigidifier, élément stratégique de l'avion. Et pourquoi il a pu recruter rapidement une main-d'œuvre compétente? Parce que ça, c'est un acquis de l'histoire récente, de la recherche historique récente. Vous savez que Toulouse avait une image quand même assez négative au XIXe siècle. On parlait de Toulouse comme de la belle endormie ou d'un grand village. Alors ça s'explique par des voyageurs socialistes qui parcouraient la France et qui écrivaient sur la situation de la classe ouvrière. Et certains d'entre eux sont passés à Toulouse et ils ont dit bah, à Toulouse, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de classe ouvrière au sens marxiste du terme, donc il n'y a pas de moyen de développer la révolution socialiste. Donc c'est un grand village. Voilà. Les historiens sont pendant quelque temps contentés de cette présentation, sauf qu'il y avait quand même quelques soucis, puisqu'en fait, Toulouse passe quand même pendant le 19e siècle de 50 000 à 150 000 habitants. Donc déjà ça,
quelque part, ça ne peut pas s'expliquer par une ville qui, en plus, a perdu son statut de capitale de toute une région avec son parlement, puisque c'est devenu une simple préfecture du département de la Haute-Garonne suite à la Révolution française. Donc c'est vraiment étonnant. Et quand on regarde de plus près, et là il faut aller dans ce qu'on appelle les sources micro-historiques pour bien comprendre ce qui se passe, on découvre que Toulouse est un lieu de production très très actif, avec une multitude de petits ateliers, de travail à domicile, mais on n'a pas affaire à de l'artisanat. Les gens qui travaillent dans ces ateliers et à domicile, qui sont souvent des femmes, hein, ne sont pas des artisans qui produisent pour le marché local, mais ce sont des personnes qui souvent produisent un élément d'un objet manufacturé, qui est ensuite assemblé par ce qu'on appelle des donneurs d'ordre ou des patrons qui peuvent être souvent des femmes d'ailleurs, hein, des patrons en quelque sorte en jupon, comme on dit à l'époque, au XIXe siècle. Et qu'est-ce que produit Toulouse au XIXe siècle? Bien, Toulouse produit des chapeaux, en particulier les chapeaux en poil de lapin. On ne peut pas sortir en ville sans être couvert à cette époque-là. Donc il faut porter un chapeau ou une casquette. Donc chapellerie, chemiserie aussi, on produit énormément de chemises à Toulouse qui sont exportées pratiquement dans toute la France, mais aussi dans le bassin méditerranéen, en Espagne, etc., en Afrique du Nord, vers l'Empire ottoman aussi. Des chaussures aussi, travail du cuir. Hein. Donc il y a une division du travail, une sorte d'industrialisation douce, pratiquement invisible, puisqu'il n'y a pas de grandes usines, mais une division extrême du travail qui permet de réduire les coûts. Et ensuite, on a des vendeurs qui sillonnent donc le bassin méditerranéen pour aller proposer ces produits. Et on sait que ça a été exporté assez massivement. On a des statistiques aussi dans les archives du canal du Midi. Donc on a toute une main-d'œuvre, en particulier de femmes, qui savent travailler le tissu, donc pour les toiles des avions, parce que les ailes des avions sont souvent en toile enduite d'un vernis durcissant. Et ça a travaillé le bois aussi, parce qu'il y a une production d'ébénisterie, on appelle ça de l'ébénisterie de copie, pour meubler les appartements qui ont été créés le long des grandes avenues, euh, donc la rue d'Alsace-Lorraine et la rue de Metz, donc après 1870 évidemment. Et donc ébénisterie de copie, on sait travailler le bois, le cuir, donc je le dis, le tissu, et puis certains métaux aussi, parce qu'il y a tout un tas d'ateliers de mécanique qu'il faut entretenir les machines, ne serait-ce que les machines à coudre qui sont beaucoup utilisées. Donc cette main-d'œuvre qualifiée, plus de 1000 personnes, hein, elle s'active dans l'usine donc de Montaudran, dans l'usine Latécoère, ce qui permet donc à Pierre-Georges de relever son défi et donc d'avoir son usine idéale. Problème, à la fin de la guerre, l'industrie aéronautique est dans une passe difficile parce que, en fait, produire des avions, c'est pas la meilleure idée. Alors, certains des collaborateurs de Pierre-Georges Latécoère se lancent quand même dans la production d'avions. Il y a Émile de Voitine qui lui a été envoyé par l'État français, qui est un technicien qui avait commencé des études d'ingénieur, mais qui n'a pas pu les finir parce qu'il venait d'un milieu modeste. Hein, il vient du nord de la France. Et il est envoyé en Russie pour aider les Russes à développer leurs usines dans le sud de la Russie, Émile de Voitine. D-E-W-O-I-T-I-N-E, j'aurais dû l'écrire, excusez-moi. Et donc, Émile de Voitine, lui, développe sa propre production d'avions de chasse après la Première Guerre mondiale parce que c'est un passionné de technique et donc il va réussir assez vite, il réussit assez vite à produire des avions performants et lui, il trouve un marché. Il vend d'ailleurs ses avions, souvent ses licences pour produire ses avions jusqu'au Japon d'ailleurs. Et donc Émile de Voitine, à l'inverse de Pierre-Georges Latécoère, lui a continué à produire des avions. Et Pierre-Georges, lui, comprend bien que produire des avions, c'est très risqué. Il y en a des milliers à vendre pour un franc symbolique dans toute l'Europe occidentale après la fin de la guerre. Mais il a été en quelque sorte fasciné par l'aviation, même s'il ne pilote pas. Hein, et il pense que l'avenir, c'est l'avion et pas le train. Donc il laisse tomber le train et la production des wagons et il décide de développer le transport aérien. Et pour cela, il décide de transformer, alors, les Samson 2A2, mais le Samson 2A2 est quand même un avion un peu léger, un peu fragile. Et donc, il lui préfère assez vite, c'est ce que vous voyez à l'image, la transformation de bombardiers monomoteurs, mais plus gros, plus puissants, les fameux Breguet 14, hein, Breguet sans accent, hein, qui sont des avions
qu'on peut modifier, agrandir. Et son rêve, c'est de développer donc des lignes aériennes. Et pour cela, il obtient le soutien de l'État, puisque l'empire colonial français est à son apogée, hein, récupérant une partie d'ailleurs de l'empire colonial allemand, même si c'était modeste, hein, mais avec des territoires comme le Togo, une partie du Cameroun, etc. Plus des mandats sur ce qui appartenait à l'empire ottoman. Donc, euh, la France est à l'apogée de son empire colonial et elle a besoin d'avions parce que, en fait, cet empire colonial, il faut pouvoir l'administrer. Et pour l'administrer de la manière la plus efficace, il faut que les avions soient utilisés parce que c'est le moyen le plus rapide. Et Pierre-Georges Latécoère en a bien conscience. Donc, lui, il développe un projet en direction, comme vous le voyez, de l'Espagne, puis du Maroc, avec des perspectives euh, vers le Sénégal. Alors, ça s'appelle les lignes Latécoère. Euh, donc, il faut faire attention parce qu'ils ont encore fait la même erreur dans le reportage sur Arte tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais ce n'est pas l'aéropostale. L'aéropostale, c'est 1927, hein, donc avec un A majuscule. Hein. L'aéropostale, donc, c'est anachronique de parler de l'aéropostale en 1918-19. En fait, ce sont les lignes Latécoère jusqu'en 1927, qui est une entreprise de transport aérien, alors qui transforme des avions. Voilà la première étape. Donc, c'est quand Latécoère arrive à Barcelone. Alors, il n'est pas tout seul, hein, c'est pas lui qui a piloté l'avion, hein, il est là, hein, son pilote là, est derrière. Et donc, cette affaire débute modestement. Alors là, on a encore un Samson 2A2 qui est utilisé. Et par étape, donc, on va aller jusqu'au Maroc. Et l'idée, donc, c'est que on batte les records de vitesse des bateaux les plus rapides. Et ça, c'est fait, puisque ce qui est célèbre, c'est que Pierre-Georges Latécoère apporte un bouquet de violettes encore fraîches à la femme de Lyautey, qui est le grand administrateur du protectorat marocain. Et il le fait parce que l'avion, par étape, arrive en moins de 24 heures au Maroc, alors que les bateaux les plus rapides qui passent donc par l'Atlantique mettent 4 jours. Donc, forcément, là, c'est une victoire de l'avion sur le bateau très nette. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Pierre-Georges continue quelque part un peu à produire des avions en modifiant les avions qu'il connaît, qu'il peut acheter. Et en particulier le fameux Breguet 14, transformé, voilà, et rebaptisé l'AT6, hein, l'AT pour Latécoère, hein, qui devient un transport de courrier et de quelques passagers, alors courageux, hein, parce que vous le comprenez bien, les passagers sont ici, les pilotes préfèrent piloter à l'air libre, hein, donc est à l'extérieur, et la communication entre les deux est pratiquement impossible avec le bruit du moteur. Donc les passagers, les rares passagers, qui sont en fait souvent des administrateurs de l'empire colonial ou des employés des lignes aériennes Latécoère, hein, rarement aucun touriste, hein, c'est trop dangereux. Il y a beaucoup d'accidents. Hein. Là, j'avais noté les pertes sont considérables puisque la compagnie des lignes Latécoère, entre 1919 et 1922, perd 12 pilotes et mécaniciens. Donc il y a quand même beaucoup d'accidents, beaucoup de crashs. Mais la compagnie se développe contre vents et marées avec le soutien financier de l'État. Cette compagnie ne peut pas être bénéficiaire et elle transporte essentiellement quand même du courrier postal, du courrier officiel, bon, du courrier privé aussi, mais surtout du courrier officiel. Alors, cette affaire n'est pas rentable sans le soutien de l'État, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que, en fait, mais comme dans tous les pays, hein, KLM aussi, Emma pourra me dire si elle n'est pas d'accord, si elle nous entend, parce que je crois qu'elle ne nous entendait pas tout à l'heure, j'espère qu'elle nous entend maintenant. KLM qui a été créée en 1919, hein, qui est la plus ancienne compagnie qui existe encore aujourd'hui, sur laquelle Emma va faire son master d'ailleurs. Je vous entends, c'est bon, merci Emma, super. Donc, bienvenue. Donc, l'idée, c'est de profiter de ces subventions de l'État pour continuer à développer les lignes avec des projets de plus en plus ambitieux et entre autres le projet d'avoir une compagnie qui soit la plus puissante du monde. Et c'est vrai que les lignes Latécoère, si on prend la date de 1922, en 1922, c'est la première compagnie aérienne internationale au monde, les lignes Latécoère. Elle possède 75 avions, 22 pilotes, 120 mécaniciens, assistants mécaniciens, mais les pilotes doivent être mécaniciens aussi parce que quand ils sont obligés de faire des atterrissages forcés, il faut qu'ils soient capables de réparer l'avion. Donc, plus de 3000 km de ligne, donc c'est déjà pas mal. Mais Pierre-Georges est encore plus ambitieux, secondé par Émile de Watine, mais aussi, enfin non, plus Émile de Watine, pardon, Marcel Moine,
qui lui a été envoyé aussi comme ingénieur. Hein. Et le grand projet, c'est de développer des lignes aériennes en Amérique latine pour développer l'influence française en Amérique latine. Alors, évidemment, il y a aussi les Antilles et la Guyane, mais là, on passe des accords donc, avec le Brésil et l'Argentine, et on développe une ligne côtière dont on va bientôt fêter les 100 ans. Il y a un documentaire en préparation auquel on travaille d'ailleurs, avec un cinéaste. Donc la ligne Rio-Buenos Aires, vous voyez que c'est un Breguet 14, là, qui est, enfin, 2 Breguet 14 à l'image. Et donc, le réseau aérien sud-américain est en grande partie développé par la TECOR. Attention, la traversée de l'Atlantique Sud se fait en bateau pour le moment, jusqu'en 1930. Aucun avion n'est capable de traverser l'Atlantique Sud, surtout dans le sens est-ouest, à cette époque-là. Donc, on développe des lignes, et non seulement entre le Brésil et l'Argentine, mais aussi au-delà de la cordillère des Andes, en direction du Pérou, de la Bolivie et du Chili. Et donc ça, c'est un défi que racontent d'ailleurs les pilotes écrivains de la compagnie la TECOR, ces vols de nuit, bien sûr, de Saint-Exupéry, qui était un des pilotes, pas le tout premier, il y en a eu d'autres avant lui, mais Saint-Exupéry, donc, c'est celui qui a laissé le plus de traces, puisqu'il a raconté ces vols très difficiles au-dessus de la cordillère des Andes, entre autres. Et donc, si vous longez un bâtiment qui s'appelle le B612, je pense que vous le savez déjà, c'est parce que dans le Petit Prince de Saint-Exupéry, l'astéroïde du Petit Prince s'appelle B612. C'est pour ça que le bâtiment de Montaudran, que vous voyez le long du périphérique, a été baptisé B612. Cependant, cette compagnie, la TECOR, a quand même des difficultés financières, et puis il y a cette passion de la production d'avions qui est toujours ancrée chez Pierre Georges, et donc il décide de revenir à la production d'avions, et en 1927, il le vend, sa compagnie aérienne, les lignes La TECOR, à un banquier français installé en Amérique latine, qui est très intéressé par le développement des lignes en Amérique latine, qui s'appelle Bouilloux-Lafont. Et donc, Bouilloux-Lafont reprend l'entreprise compagnie aérienne et la rebaptise l'Aéropostale. Donc l'Aéropostale, c'est seulement à partir de 1927. Et la TECOR, lui, continue son aventure industrielle, mais en produisant des avions dont une bonne partie sont utilisés par l'Aéropostale. Et le grand pari, mais la TECOR n'est pas le seul à le faire, Dornier en Allemagne le fait aussi, Boeing aux États-Unis également, c'est de produire des hydravions, parce que déjà pour traverser l'Atlantique Sud et donc pouvoir faire la liaison en continu depuis Toulouse jusqu'au Chili, par exemple, mais aussi traverser l'Atlantique Nord et transporter, pourquoi pas, des passagers. Et on pense que l'hydravion, c'est la bonne solution, parce que l'hydravion, évidemment, c'est un problème, vous pouvez toujours amérir, et donc il y a moins de stress, pense-t-on, pour l'équipage et pour les passagers qui commencent à se manifester leur intérêt pour ce nouveau transport aérien. Donc la TECOR se lance dans la production d'hydravions. Vous voyez les hydravions alors civils, on en a vu un, le LAT-4, et là on a toujours le fameux, un des 3 grands halls d'assemblage de Montaudran. Et là on a un hydravion, la TECOR, qui est en fait un hydravion plutôt à vocation mixte, civile ou militaire, parce que la TECOR a produit des hydravions torpilleurs, donc ils peuvent transporter une torpille et aller couler un navire ennemi, en étant déchargés en quelque sorte d'un navire de ligne français. Les porte-avions en sont à leur balbutiement. Donc la TECOR vit grâce aussi à ses commandes d'État d'hydravions torpilleurs. Les hydravions civils, eux, étant achetés par les compagnies aériennes, et en particulier l'Aéropostale. Donc il y a toute une production d'hydravions. Alors, ces hydravions peuvent être transformés, ou inversement, les avions peuvent être transformés en hydravions. Il suffit donc de remplacer les roues par des flotteurs, et c'est ce qu'on fait assez couramment. On peut admirer, il y a très peu d'hydravions la TECOR conservés. Un des rares que l'on puisse admirer, c'est un LAT-25 au musée aéronautique de Buenos Aires. Donc, si vous ne savez pas faire, dès que vous pourrez voyager à nouveau, allez le voir. Et là, on est devant l'usine de Montaudran, donc avec cette production qui reprend, cette production d'avions qui reprend. Alors, un autre nom de pilote apparaît ici, Mermoz, bien sûr. Ça. Donc, l'Aéropostale utilise ces hydravions et développe des lignes un réseau assez impressionnant, comme vous le voyez, puisqu'à partir de 1930,
Mermoz a fait une traversée de l'Atlantique Sud, hein, entre Saint-Louis et, et Natal, donc au Brésil. Ensuite, les lignes se sont développées considérablement. Donc il y a là toute une entreprise qui passe commande d'hydravions, et on décide de construire des hydravions de plus en plus grands pour transporter des passagers. L'un des projets qui aboutit avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le l'AT611, hein. Alors bien sûr, on me dirait ces hydravions, ils ne sont pas produits à Toulouse. Là, si, ils sont produits en éléments séparés à Toulouse, transportés par la route et réassemblés dans des ateliers que la TECOR a développés à Biscarrosse, sur l'étang de Biscarrosse, parce que l'étang de Biscarrosse, c'est une surface donc, qui n'est pas agitée, protégée donc, des vagues de l'Atlantique. Et c'est idéal donc, pour lancer les hydravions, faire les premiers vols d'essai, et les faire amérir, les tester en quelque sorte. Bon, il y a d'autres étangs qui ont été utilisés, mais l'étang de Biscarrosse c'est le principal. Et d'ailleurs, il y a un musée d'hydraviation à Biscarrosse, à côté de l'ancienne base d'hydraviation La TECOR. Donc, vous pouvez, malheureusement, il n'y a pratiquement pas d'avions conservés dedans, mais il y a des éléments intéressants d'iconographie, etc., dans ce musée d'hydraviation. Et le projet, bien sûr, phare, le projet le plus connu, mais il n'y a qu'un prototype qui est construit au début de la Deuxième Guerre mondiale et qui est confisqué par les Allemands, bombardé par les Alliés et qui disparaît. Et c'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale que cet hydravion est développé. C'est un hydravion hexamoteur, le LATECOR 631, donc 6 moteurs, hein, qui peut emmener une cinquantaine de passagers dans des conditions assez luxueuses et rassurantes puisqu'on est dans un hydravion. Et donc, la France, et en particulier la compagnie Air France, qui a été créée en 1933, mais qui se développe beaucoup après 1945, utilise ces hydravions sur ces lignes, en direction de l'Afrique, bien sûr, mais aussi de l'Indochine, comme vous l'avez vu ici. Hein. Il y a des escales, hein. Des Antilles et l'Amérique latine, marché classique. On fait de la publicité pour ces hydravions. Hein, la compagnie Air France née en 1933, surtout active après la publicité, elle est d'après 1945. Donc vous avez une vue en coupe de l'hydravion l'AT631. Alors c'est pour les happy few, hein, évidemment, c'est très très cher, hein, il n'y a qu'une cinquantaine, grand maximum de passagers. On peut dormir dans l'avion, jouer aux cartes, fumer, un vrai restaurant, des salons, etc. Et l'équipage, les pilotes, etc., eux sont sur le pont supérieur. Donc c'est du transport de luxe. Et malheureusement, il y a une dizaine d'hydravions, la T631 qui entrent en service, et la moitié finissent de manière désastreuse, y compris avec les passagers souvent, en s'écrasant en mer. Puisque, mais c'est vrai aussi pour Dornier, c'est vrai aussi pour les hydravions géants Boeing, l'hydravion c'était en fait un mauvais choix, parce que tout simplement l'hydravion est un mauvais avion qui vole bas, qui est peu manœuvrable, qui est lourdeau, donc il consomme aussi beaucoup parce qu'il vole à basse altitude. Et puis c'est un très mauvais navire aussi. Si la mer n'est pas parfaitement calme, vous ne pouvez pas amérir. Donc les amérissages en catastrophe, ça c'est pas possible. Et en général, quand l'hydravion a des difficultés, c'est que la mer est très agitée aussi en dessous. Et donc là, après une série de catastrophes, les hydravions, la T631, sont interdits de vol. Ils sont utilisés un petit peu par l'armée pendant quelques temps, mais finalement, on abandonne ces hydravions. Et c'est la fin de l'aventure aéronautique pour la TECOR, qui a failli disparaître hein, dans cette affaire-là. Et aussi à cause d'autres difficultés, plutôt politiques, celle-ci, puisque Pierre-Georges Latécoère est quand même, surtout à la fin de sa vie, un homme assez conservateur, un industriel qui s'est fait à la force du poignet, et donc il est totalement contre les nationalisations de 1936, alors qu'Émile de Voitine, qui a développé ses propres usines, on y reviendra, à Toulouse, lui est plus souple, mais Pierre-Georges Latécoère, lui, a refusé donc les nationalisations du Front populaire. Il avait le droit d'ailleurs, et donc il a continué son entreprise privée. Il a dû abandonner d'ailleurs ses usines de Montaudan et s'installer ailleurs. Et donc, ça a contribué aussi à ces difficultés. Et aussi dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, quand de nouveau il y a eu confirmation des nationalisations avec la Société nationale donc des constructions aéronautiques du Midi, puis celle du Sud-Est, puis celle du Sud-Ouest. Hein. C'est assez compliqué cette histoire des grandes entreprises nationales, mais la TECOR continue à exister comme entreprise privée. Mais assez rapidement, la TECOR, dans les années 50, doit abandonner la production d'avions
et essaye de survivre en produisant un peu toutes sortes de choses, des missiles, des éléments pour les poteaux électriques, etc., etc. Donc il y a eu toutes sortes de choses produites. Et ensuite de la sous-traitance aéronautique quand les programmes comme Caravelle commencent à prendre leur envol. Et c'est comme ça que la TECOR bascule dans la sous-traitance, mais ne produit plus d'avions. Alors, qui produit des avions à Toulouse? Eh bien, c'est Émile de Voitine, en fait, dont on a déjà évoqué le nom. Émile de Voitine, donc, lui, euh, c'est un passionné de technique et d'avions de performance. Hein. Donc, dès 1920, il produit un chasseur assez performant, le D1. Et puis, il produit aussi quelques avions civils, hein, que on est en train de reconstituer parce qu'il n'y en a aucun de conservé, comme le D333, qui est un avion civil de 1935. Et il est surtout connu, Émile de Voitine, pour le D520, qui est le meilleur chasseur français au début de la Deuxième Guerre mondiale, le seul chasseur capable de s'opposer au Messerschmitt Bf-109 allemand, et en obtenant d'ailleurs un certain nombre de victoires. Et cet avion était moins rapide, moins puissant que le Messerschmitt, moins puissamment armé aussi que le Messerschmitt Bf-109, mais très très maniable, ce qui lui a permis donc de remporter ses victoires et d'affaiblir la chasse allemande avant la bataille d'Angleterre. Donc quelque part, ça a contribué à la victoire anglaise, puisqu'il y a eu quelques centaines d'avions allemands quand même qui ont été abattus. Mais là aussi, l'historiographie a été souvent longtemps sévère parce qu'on ne voyait pas ces victoires, elles avaient lieu à très haute altitude. Et donc, on a pensé que l'aviation française était totalement absente, ce qui n'était pas le cas en fait. Mais malheureusement, il n'y a pas eu assez de Voitine D520 produits ou armés à cause de tensions politiques. Ils n'étaient pas armés sur place dans la fameuse usine que Émile de Voitine a pu développer. Alors voilà le D520 en coupe, c'est l'avion de chasse typique hein, de cette époque, comme le Spitfire, comme le Messerschmitt Bf-109 ou même le Hurricane, donc avec des ailes basses cantilever, hein, ce qui lui permet d'avoir un puissant moteur, des mitrailleuses et des canons dans les ailes et sur l'avant de l'avion. Donc ces usines de Voitine sont installées à Saint-Martin-du-Touche, dans des hangars qui ont disparu pour l'essentiel aujourd'hui. Et donc Émile de Voitine, lui, joue la carte de la collaboration avec l'État. Et en 1936, 37, 38, 39, et même 1940, et même au-delà, puisqu'il va collaborer avec le régime de Pétain, et donc indirectement quand même avec le régime allemand. Les Allemands vont récupérer une partie de la production des de Voitine D520. C'est pour ça qu'Émile de Voitine est mal connu, parce qu'il il a eu droit à deux procès. Un procès par le régime de Pétain, parce qu'on a estimé qu'il n'avait pas produit assez de Voitine D520. Et puis après, un procès à la Libération, parce qu'on a estimé qu'il avait trop collaboré avec le régime de Pétain et les Allemands. Et donc il s'est exilé en Amérique latine, où il a développé des avions pour les armées d'Amérique latine, les forces aériennes d'Amérique latine. Et il revient à Toulouse tardivement. Donc, et on a toutes ces archives aux archives départementales de la Haute-Garonne. Donc, si il y a un étudiant, j'ai déjà fait cette annonce, mais je la refais, s'il y a un étudiant de l'ENAC qui est passionné d'histoire et qui veut en même temps que son diplôme préparer un master histoire et patrimoine de l'aéronautique, master bilingue français-anglais unique au monde, qui a lieu dans notre université, il est le bienvenu parce que ces archives sont assez techniques et donc c'est bien d'avoir des connaissances techniques pour pouvoir écrire enfin une histoire objective d'Émile de Voitine, personnage assez extraordinaire, mais maltraité hein, par l'historiographie jusqu'à une date récente. Donc toutes ces archives sont, en particulier techniques, sont ce qu'on appelle les ADAG, les archives départementales de la Haute-Garonne, à Toulouse. Donc cette usine, vous la connaissez, on y reviendra, hein, c'est à Martin-du-Touche. Donc l'usine est nationalisée, mais en fait, Émile de Voitine reste le directeur de l'usine. C'était sa condition. Il accepte d'être nationalisé, mais il continue à diriger l'usine. Et donc, c'est cette usine qui participe à la deuxième phase de notre présentation, la seconde partie, l'affirmation du pôle aéronautique toulousain, de 1945 à 1978, avec Caravelle, Concorde et les débuts d'Airbus, début difficile. Quart d'heure quand même, parce que ça passe vite. Oui, on va jusqu'à 19h30, hein, donc ça va, on est dans les temps quand même. Donc, il y a des projets français qui sont développés à Saint-Martin-du-Touche, hein,
parce qu'on veut que la France revienne dans la compétition internationale. Alors, il y a le Languedoc qui a été conçu avant la Deuxième Guerre mondiale, et même on a commencé à construire avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi l'Armagnac, que vous voyez ici à l'intérieur de la nouvelle usine de Saint-Martin-des-Touches en construction. Là, on est en 1950, mais l'usine est en construction avant déjà, oui. Donc, là, on est en 1950, mais pas là. Donc cette arche en béton, vous la voyez quand vous atterrissez à Toulouse ou quand vous décollez de Toulouse. Hein, c'est de l'autre côté de la piste par rapport à l'aéroport. Hein. Donc c'est en face de l'aéroport. Ça, c'est l'usine historique de Saint-Martin-du-Touche. Et là, donc, ont été produits ces quadrimoteurs, mais dépassés techniquement, ce sont le Languedoc et l'Armagnac. Et donc, qui ont été, en fait, le premier, une centaine d'exemplaires, mais pas tous vendus, et le deuxième, seulement une dizaine d'exemplaires, l'Armagnac vendus, parce que les Américains dominent totalement le marché avec des avions bien plus performants, hein, parce que aussi ils bénéficient de clients. Les premières lignes aériennes rentables ont été les lignes américaines entre la côte Est et la côte Ouest, avec les fameux DC-3, puis ensuite les premiers avions qui ont été pressurisés, les premiers Boeing pressurisés qui pouvaient voler donc plus haut, donc plus vite et en consommant moins de carburant. Donc les États-Unis avaient déjà une avance technique dans le domaine des avions civils avant la Deuxième Guerre mondiale, et bien sûr avec la Deuxième Guerre mondiale et les Boeing B-17 et B-29, cette avance s'accroît et ils écrasent le marché. Et les Européens, bon, les Allemands n'existent plus, il n'y a pas d'Allemagne jusqu'en 1949. Les Britanniques, bon, ils doivent se reconstruire, ils ont quelques projets, mais ils n'ont pas les débouchés suffisants. Et la France, elle, est en retard. Donc, il y a une volonté étatique, à nouveau, pour relancer cette industrie aéronautique française. Il y a des compétences, il y a des ingénieurs. Donc, on finance un projet spécifique qui est un avion court moyen courrier, adapté au marché européen. Il y a la Caravelle, qui effectue son premier vol en 1955. Hein. C'est le premier, en quelque sorte, des réacteurs civils. En quelque sorte, il y a eu des avions à réaction civile avant le Comet, avant la Caravelle, mais pas de cette taille-là, c'était gros. Donc, elle est mise en service en 1958. Elle est produite pendant un an. Elle est vendue dans un certain nombre de pays. Mais sa production, alors c'est un demi-succès ou un demi-échec. Bien sûr, par rapport à l'Armagnac, une dizaine d'exemplaires vendus, 279 exemplaires vendus, la Caravelle, c'est beaucoup mieux. C'est un avion beaucoup plus moderne, compétitif. Mais le seuil de rentabilité pour les avions, en moyenne, ils sont simplifiés à l'extrême, c'est 500 avions vendus pour commencer à gagner de l'argent. Vous voyez, la Caravelle, c'est un demi-succès, mais c'est un demi-échec parce qu'on est un peu loin encore des 500 exemplaires vendus. Mais c'est un progrès. Et donc, en se fondant sur cette première réussite, l'État français, avec l'arrivée en plus de De Gaulle, donc il y a un sentiment national fort, hein, la France sans la grandeur, c'est pas la France. Donc il y a un projet de super Caravelle, un avion supersonique qui serait dérivé de la Caravelle et qui serait pour donc les longs courriers. Et cet avion, donc De Gaulle décide qu'il faut le rebaptiser non pas super Caravelle, mais Concorde, avec un E. Mais ce projet est extrêmement coûteux et on recherche donc des alliances. Et là, on entre dans le grand débat sur Concorde. C'est difficile d'écrire l'histoire de Concorde, hein, puisque, surtout à Toulouse, évidemment, hein, la ville de Concorde, où il a fait tous ses premiers vols, parce que Concorde reste un peu un mythe. C'est l'avion le plus connu au monde, hein, tout le monde reconnaît Concorde au premier coup d'œil. C'est le seul projet supersonique qui a vraiment réussi. Mais en même temps, il y a toute une mythologie autour de Concorde. Et si vous regardez les livres qui ont été publiés sur Concorde, il y en a plus de 100, dont plus de 50 en français, et plus de 50 dans pratiquement 30 à 40 langues différentes. Donc c'est incroyable, mais si vous regardez les titres, hein, du style Concorde mon amour ou Le bel oiseau, on comprend bien qu'on n'a pas toujours une approche objective. D'ailleurs, la plupart des auteurs sont des passionnés d'aéronautique qui ne s'en cachent pas et qui connaissent parfaitement techniquement le Concorde, et donc qui insistent sur les performances techniques du Concorde, sur cette réussite incroyable qui n'a jamais été retrouvée depuis. Hein. On était à New York en partant de Paris en 3h30. Hein, donc, alors j'ai noté, oui, je prends un ouvrage qui donne les heures exactes, si vous voulez comparer avec ce que vous vivez aujourd'hui, si vous voulez aller à New York. Enfin, en ce moment, c'est difficile, mais voilà. Donc,
3h26 également seulement de vol, donc 2h54 en vol supersonique. C'est-à-dire qu'on pouvait décoller chaque matin de Paris à 11h15 du matin, donc pas trop tôt, c'est bien, et arriver avec le décalage horaire et le vol à plus de Mach 2 à 8h41 à New York pour l'ouverture des bureaux ou des magasins, selon vos goûts, à bord du Concorde. Donc ça fait rêver aujourd'hui. Et c'est vrai que ça contribue à faire de Concorde une sorte d'objet intouchable. Et les auteurs sont pour l'essentiel, jusqu'à une date récente, des anciens ingénieurs, des anciens pilotes, des anciens militaires, ou des journalistes aéronautiques qui ont suivi le Concorde, qui ont souvent volé en Concorde, donc sur Concorde, et donc sont quelque part très liés au sujet. Et passe très rapidement, vous pouvez parcourir les livres, vous pouvez aller vérifier vous-même, passe très rapidement sur la concurrence avec le Tupolev Tu-144, ou alors c'est pour simplement dire que c'était une copie du Concorde, un Concorde ski, et passe encore plus rapidement sur le désastre commercial. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Concorde, c'est un immense succès technique, c'est un immense désastre commercial, probablement le plus grand désastre commercial de l'industrie aéronautique. Parce que Concorde, c'est seulement 20 exemplaires produits, mais 6 pour les essais, donc seulement 14 exemplaires vendus. Vous vous rappelez peut-être de la barre des 500 pour atteindre la rentabilité. Oui, mais Concorde, c'est un avion supersonique, avec des matériaux nouveaux, très complexes, des réacteurs surpuissants. Donc la barre des 500, ce n'est pas suffisant. Les experts ont très vite compris qu'il faudrait vendre 1000 Concorde au moins pour commencer à gagner de l'argent. Alors, entre 1000 et 14, vous êtes, pour les gens de l'ENAC, des scientifiques, vous savez calculer, donc il en manque 986. Donc c'est l'État, et donc les Français et les Britanniques qui ont payé ce projet pour l'essentiel, parce que du point de vue économique, il n'était pas du tout rentable. Alors, pour tout un tas de raisons. Alors là aussi, il faut faire attention à l'historiographie, qui a tendance à avancer comme raison principale deux choses. Premièrement, les méchants américains, entre guillemets, qui ont empêché Concorde d'atterrir à New York. Ceci dit, ça ne dure pas très longtemps, seulement 12 ans, même pas. Et puis le choc pétrolier. C'est vrai que le choc pétrolier allait en 1974. Et que Concorde entre en service seulement en 1976. C'est-à-dire qu'entre le premier vol de Concorde en 1969 et sa mise en service en 1976, il y a 7 années. Et ça aussi, ça contribue au coût exorbitant du projet franco-britannique. Alors même s'il y a deux pays, on partage les frais, en même temps, ce n'est pas toujours très rationnel. Il y a deux usines, il y en a une au Royaume-Uni, une en France. Tout ça pour produire finalement 14 avions vendus. Donc chaque usine a produit 7 avions qui ont été vendus. Il y a aussi cette idée que Concorde était vraiment le modèle unique. Alors non, il y a eu des projets américains plus ambitieux, un projet à Mach 3, le fameux Boeing 2707. Il n'a pas vu le jour. Il y a eu une version plus modeste du Boeing 2707, sans les ailes à géométrie variable. On a la maquette en bois ici. Et là aussi, on ne s'est pas lancé dans la production parce qu'on a compris que ça allait être extrêmement coûteux et pas forcément rentable. Parce qu'on est dans une phase de première démocratisation du transport aérien dans les années 60. Et certains disent que Concorde, c'était peut-être pas l'avion qu'il fallait faire à ce moment-là. Et que l'avion qu'il fallait faire à ce moment-là, c'est le Boeing 747 qui s'est vendu à plus de 1000 exemplaires, comme vous le savez, et donc qui a été, lui, un succès commercial. Le Boeing 747, qui est un avion subsonique, et qui, donc, pas le concurrent du Concorde, c'est pas tout à fait le même profil, mais c'est un long courrier aussi. Donc, le Boeing 747 était beaucoup plus rentable aussi en exploitation, avec plus de 500 passagers à bord. Concorde, c'est moins de 100 passagers. Et le Tupolev 144, eh bien, lui, là je peux poser la question, vous me répondez par le chat, mais ceux qui sont en histoire savent déjà la réponse. On met toujours les deux face à face et on parle d'espionnage, surtout d'espionnage soviétique, on est en pleine guerre froide encore à ce moment-là. Et ce que les Français ont souvent oublié, ont fait semblant d'oublier, c'est que le premier vol d'un avion supersonique, le premier passage de Mach 1 et le premier passage de Mach 2, c'est pas Concorde qui l'a effectué, mais le Tupolev Tu-144. Et donc, si on regarde de plus près, c'est ce qu'a fait. Alors là aussi, l'historiographie est amusante parce qu'il n'y a aucun livre en français sur le Tupolev Tu-144, donc ça pose quand même des petites questions d'objectivité. Il y a seulement une revue qui a fait un numéro spécial comparant les deux avions.
et qui a abouti aux conclusions très rigoureuses, très sérieuses, que finalement le Tupolev Tu-144, c'est pas un Concorde ski. Oui, il y a eu de l'espionnage, dans les deux sens d'ailleurs, hein, mais le Tupolev Tu-144 est sensiblement différent au niveau du train d'atterrissage en particulier. Bon, vous savez aussi qu'il a ces fameux plans canards à l'avant, donc on n'a pas le Concorde, hein, donc c'est moustache. Et le Tupolev Tu-144, il est inférieur au Concorde, non pas en termes de performance, mais en termes de fiabilité. Bon, on a tous en tête l'accident du Bourget, même si vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, mais c'est régulièrement présenté, donc en plein meeting aérien, donc le Tupolev s'écrase. Il y a eu d'autres accidents en URSS, donc très vite on l'a retiré du service et on peut en admirer quelques-uns. Alors là, vous avez le musée des transports de Sinsheim, au sud de Francfort. C'est le seul endroit où vous pouvez voir sur le toit du musée exposé le Concorde et le Tupolev Tu-144. Autrement, on peut voir quelques Tupolev Tu-144 dans des musées russes aujourd'hui, dont le Monino à l'est de Moscou. Mais il est relégué au fond du musée, dans une sorte de, presque de terrain vague. Donc c'est sûr que ça a été un tel échec technique, au bout du compte, et commercial aussi, que ça n'a pas été repris par la propagande soviétique. Voilà. À la fin, il sert d'avion de transport de fret. Donc, transporter du fret avec un avion supersonique, vous imaginez la rentabilité. Donc les Américains abandonnent, les Franco-Anglais, avec quelques tensions, réussissent à produire leur supersonique, mais à part les compagnies nationales, British Airways et Air France, aucune autre compagnie n'achète vraiment des Concorde. Hein. Et surtout, ce Concorde, il est déficitaire en exploitation après le premier choc pétrolier et surtout après le deuxième choc pétrolier à la fin des années 70. Il faut attendre le contre-choc pétrolier de 1986 pour qu'il soit de nouveau rentable. Donc, ça a été un échec. Même si là, il y a un rattrapage technologique, hein, parce que là, j'avais mis quelques diapos, mais je vais passer vite sur les capacités techniques des Américains, qui avaient des bombardiers quadri-réacteurs, des Français avec le Mirage 4, des Soviétiques avec certains Tupolev. Donc, on retrouve tous les avions militaires, et puis on revoit ici le fameux Boeing 2707 qui devait voler un Mach 3, qui devait être en titanium, avec des ailes à géométrie variable, mais qui a été très vite abandonné parce qu'on a compris que ce serait un avion impossible à rentabiliser commercialement. Donc, résultat, je passe là-dessus. À l'arrivée, ces Concorde ont marqué l'histoire, mais pas l'histoire économique, l'histoire des techniques, hein, plutôt. Et donc, vous pouvez d'ailleurs aller voir par vous-même. Hein, vous avez la chance d'être toulousain, je pense, pour la plupart. Et vous pourrez donc voir deux Concorde. Il y a que deux musées au monde où on peut voir deux Concorde. Il y en a plusieurs où on peut monter à l'intérieur de l'appareil. Et à Orly aussi, on m'a dit qu'on pouvait monter aussi dans l'appareil. Au Bourget aussi, je crois, Jean-Emmanuel confirmera. Donc il y a deux musées où on peut monter dans le Concorde, en tout cas. C'est le Bourget, bien sûr, hein, le musée de l'art et de l'espace de Bourget. On a Jean-Emmanuel Terrier, un des responsables de la documentation. Oui, il est visitable, merci. Ah, c'est Marion qui répond. Merci Marion. Et donc, on peut aussi monter dans le Concorde qui est exposé au musée Aéroscopia à Toulouse. Je salue Fabienne Péris, je crois qu'il nous a rejoint. Et donc, ça, c'est une excellente idée du musée Aéroscopia, donc à côté de l'aéroport de Blagnac. Hein. Si vous n'y êtes pas allé, il faut absolument y aller. Donc, vous pouvez monter dans l'un de ces Concordes. Et donc, vous vous rendez compte tout de suite de l'espace, quand même relativement modeste. Hein. Par rapport à l'Airbus A300B. Parce qu'il n'y a qu'un musée au monde, hein, Fabienne, tu le confirmes, hein, j'espère, il n'y a qu'un musée au monde où on peut voir le premier Airbus, le fameux Airbus A300B, et on peut monter dedans, en plus, c'est formidable, et c'est le musée Aéroscopia, donc à Blagnac, à Toulouse-Blagnac, on va dire. On est sur la commune de Blagnac, mais le rattacher à l'ensemble Toulouse-Blagnac. Parce qu'après l'échec économique commerciale du Concorde, évidemment, les fonds manquent considérablement pour aider un programme qui est presque contemporain, qui est légèrement postérieur, qui est le programme Airbus, qui est un programme qui se développe à l'ombre de Concorde. Hein, d'ailleurs, il y a un grand mépris des ingénieurs Concorde pour les ingénieurs Airbus. Hein. Ça, j'ai eu la confirmation de tout cela par un des survivants de ce programme Airbus, qui habite la région toulousaine d'ailleurs, hein, qui est Bernard Ziegler, le fils de Henri Ziegler. C'est Henri Ziegler, c'était
aéronautique et du programme Concorde, mais c'est lui aussi qui a lancé le programme Airbus. Et son fils Bernard, donc, qui était un pilote d'essai, a accepté de prendre en charge les essais Airbus. Et il a raconté ça dans 2 ouvrages, dont un qui s'appelle Les Cowboys d'Airbus, donc ouvrage témoignage, un peu ouvrage source, hein, Bernard Ziegler. Et donc il raconte que l'Airbus A300B, hein, vous le voyez ici, alors je l'ai pris en 2 temps au niveau de la photo, euh, c'est un avion, lui, biréacteur, à fuselage large, donc c'est un avion conçu pour les compagnies aériennes, parce qu'on peut, comme son nom de départ l'indique, hein, on espérait pouvoir y mettre 300 passagers. Après, les compagnies ont souhaité avoir un peu moins de capacité, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé A300B, parce que finalement, on peut mettre que 250 passagers dans le A300B. Le projet initial, c'était un bus de l'air de 300 places. Imaginez très tôt d'ailleurs ce concept en Allemagne, aux États-Unis aussi, où on a des lignes qu'on appelle les Airbus. Et donc, c'est devenu le nom de l'avion. Alors, bien sûr, par rapport à Concorde, c'est pas un nom qui fait rêver, hein. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de critiques au début. Et l'avion lui-même a été très critiqué. Bernard Ziegler raconte avec humour et énervement que le premier rollout, la première sortie de l'Airbus A300B des usines donc, de Saint-Martin-du-Touche sur le tarmac de l'aéroport de Blagnac, pour présentation donc, à la presse du monde entier, a été une catastrophe parce que malheureusement, sur ce même tarmac, il y avait un Concorde. Et après avoir pris 1 ou 2 photos de l'Airbus A300B, les journalistes se sont précipités pour prendre des photos du Concorde, le bel oiseau. Et les commentaires qui ont été faits au pauvre Bernard Ziegler étaient des commentaires condescendants, et macho d'ailleurs pour le coup, du style, tu vois, là-bas c'est le mâle, le Concorde, là c'est la femelle, c'est la grosse Julie, la grosse vache, l'Airbus A300B. Donc, alors aujourd'hui, Bernard Ziegler se venge, hein, parce que, évidemment, le programme Airbus, c'est un immense succès, comme vous le savez, donc pas d'anachronisme vraiment en vous le confirmant, surtout si on prend le programme suivant, à 320, et sa famille, 14 Concorde vendus, plus de 16 000 avions de la famille A320 vendus, donc de l'A318 à l'A321, c'est-à-dire, c'est facile, hein, plus de 1000 fois plus. Donc la grosse vache, entre guillemets, est devenue la vache à lait, comme dit Bernard Ziegler. Et c'est là que vraiment l'industrie aéronautique toulousaine peut démarrer, sauf que les débuts sont très très difficiles. Et on y revient pendant le peu de temps qu'il me reste, oui, 21 minutes, courage, on se rapproche de la fin. Donc l'Airbus A300 est un projet que l'on imagine franco-britannique au début, et on décide d'y associer quand même les Allemands qui font leur grand retour, parce que l'Allemagne réapparaît, l'Allemagne fédérale, la République d'Allemagne de l'Ouest, la République fédérale allemande, hein, la RFA, renaît en 1949, mais jusqu'au milieu des années 50, les Allemands n'ont pas le droit de produire d'avions. Et Willy Messerschmitt, d'ailleurs, produit un peu de tout, hein, des voiturettes, des aspirateurs, des machines à coudre, je crois. Donc, le grand ingénieur, patron de Messerschmitt, et s'exile aussi après, à un moment donné, en Amérique latine pour produire des avions. Et il revient seulement quand il peut vraiment produire des avions. Mais son entreprise et d'autres entreprises allemandes qui touchent à l'aéronautique sont regroupées dans un grand groupe qui s'appelle MBB en 1969. Et c'est ce groupe qui commence à revendiquer une place, enfin même avant ces groupes qui ont constitué finalement MBB, commencent à revendiquer une place dans l'aéronautique européenne. Mais sur le projet initial Airbus, il devait y avoir seulement une part minoritaire allemande. Hein. La majorité des parts du capital étaient anglaises, enfin britanniques ou françaises. Mais les Anglais, échaudés par désastre commercial de Concorde, finissent par se retirer et ne font qu'autoriser leurs entreprises à titre privé, en particulier pour les voilures, à participer au projet Airbus. Donc finalement, ça devient un projet franco-allemand, c'est Airbus. Donc c'est du 50-50. Ensuite, les Espagnols rejoignent le GIE. Hein, c'est une structure d'ailleurs très très particulière qui est mise en place. C'est pas vraiment une société anonyme, c'est pas vraiment une association à but non lucratif, c'est un peu entre les deux. Hein, les États sont très présents, bien sûr, hein, puisqu'on a l'aviation, l'aérospatiale pour le côté français et MBB côté allemand qui s'associent. Et l'idée donc c'est de produire ce bus de l'air qui correspond parfaitement au marché européen, court, moyen courrier.
Mais même si ça ne menace pas les grandes lignes, évidemment, l'administration américaine et les avionneurs, les producteurs d'avions américains voient d'un très mauvais œil ce nouveau projet qu'ils décident de bloquer par tous les moyens légaux, entre guillemets, donc en faisant pression sur les compagnies aériennes pour pas qu'elles ne commandent d'Airbus. Et d'ailleurs, les premières années du programme Airbus, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide que pour Concorde, parce qu'on a un avion subsonique, des réacteurs. Donc, premier vol 1972, mise en service 1974, donc là, 2 ans. Et on a quand même réussi à vendre, à livrer 561. On a passé la fameuse barre fatidique des 500 exemplaires, donc on a gagné de l'argent avec ce premier Airbus en Europe. Pas beaucoup, mais quand même suffisamment pour que ça pérennise cette ambition aéronautique qui avait du mal à renaître. Alors pourquoi Airbus a quand même survécu au blocage américain, aux difficultés entre les partenaires, etc., etc. Parce que c'est finalement le bon produit pour les compagnies aériennes. Et vous le comprenez très vite si vous allez au musée Aeroscopia. Salut Fabienne, je fais beaucoup de pubs pour le musée Aeroscopia. Donc là, vous avez l'intérieur du Concorde qu'on peut voir à Aeroscopia. Et là, à l'intérieur de l'Airbus, alors une partie seulement, hein, parce qu'il y a encore une rangée là qu'on ne voit pas de 2 places, hein, 2, 4, 2, donc on peut mettre 10 personnes en frontal, c'est impressionnant, dans l'Airbus A300. Donc, un avion plus petit qui consomme moins, qui est bien plus facile à entretenir et qui peut transporter pratiquement 3 fois plus de passagers que le Concorde. Et donc, vous pouvez vous promener à l'intérieur de Concorde, ensuite vous promener à l'intérieur de l'Airbus A300B, Aeroscopia, et puis surtout, grande idée très pédagogue, c'est que vous pouvez voir, alors je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais le plancher a été aménagé de manière vitrée, de l'A300B exposé donc à Aeroscopia, et vous pouvez voir la soute. Donc le système de câblage, on n'est pas encore dans les commandes électriques, hein. Et surtout la taille de la soute et la possibilité d'y mettre carrément un conteneur. C'est impossible dans Concorde, évidemment. Donc pour les compagnies aériennes, c'est pain béni, parce que là, le chargement de l'avion peut se faire beaucoup plus vite, hein, sans avoir à littéralement vider les conteneurs et les recharger après, recharger le contenu dans la soute de l'avion. Donc c'est très bien expliqué, tout ceci à Aeroscopia, donc il y a différentes vues du plancher. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire, mais c'est quand même quelque chose de décisif pour comprendre le succès commercial de ces fameux Airbus A300. Alors, avant d'aller plus loin, j'insiste donc sur ce qui s'est passé, parce que pendant je crois que pendant 2 années, où il n'y a pas eu une seule commande Airbus, hein, les compagnies allemandes, Lufthansa, on a vu un Airbus aux couleurs de Lufthansa, française, Air France, anglaise, c'est vrai, britannique aussi, et européenne en général, en particulier les Scandinaves, ont commandé des Airbus, mais les compagnies américaines n'en commandaient pas. Et le marché américain, c'est le marché clé, c'est le marché le plus important. C'est encore vrai dans les années 70. Et pendant 2 ans, il n'y a aucune commande d'Airbus, puisqu'une fois que les compagnies aériennes européennes se sont équipées, et que le marché américain n'a pas répondu, mais il n'y a plus de commandes. Donc là, on a peur de revivre le désastre commercial du Concorde, et on choisit une solution extrême. On décide donc de prêter gratuitement des Airbus A300B à une compagnie américaine qui s'appelle Eastern Airlines, qui est une grande compagnie américaine, et dont le patron est Frank Borman, B-O-R-M-A-N. Et on lui prête gratuitement pendant un certain temps quelques Airbus. Et Frank Borman, à l'issue de ses essais, décide de commander des Airbus parce qu'il est totalement satisfait. Parce que ces Airbus consomment moins, sont plus faciles en maintenance, sont également très faciles à charger et décharger. La compagnie est très contente. Et donc, il laisse de côté ses tristards et il se tourne vers les Airbus et il en commande 23 en 1978. C'est une date essentielle que tous les Airbusiens connaissent, hein, une sorte de date mythique, hein, 1978, c'est la commande de Frank Borman. Alors pourquoi lui, on n'a pas pu l'empêcher aux États-Unis de commander des Airbus? Eh bien, tout simplement parce que c'est un personnage très connu, très populaire aux États-Unis. C'est un ancien astronaute, assez médiatique, qui a ce qu'on appelle entre guillemets une grande gueule. Et donc, lui, il n'a pas cédé aux pressions. Il a dit c'est le meilleur avion. Aux États-Unis, on aime ce qui est le meilleur, et donc on le prend. Bon, il y a aussi des réacteurs. Aux États-Unis, bon, c'est
c'est tout un ensemble. Il y a des arguments, hein, il y a des éléments qui sont produits aux États-Unis, donc ça contribue aussi à faciliter les ventes. Et c'est comme ça donc cette première commande donc lance vraiment le succès commercial d'Airbus et ça permet donc de passer cette période difficile. Et l'essentiel de la production s'effectue à Toulouse, hein, même si Airbus est un groupe franco-allemand, mais comme les Allemands sont arrivés un peu en outsider, c'est une renaissance de l'industrie aéronautique allemande, c'est à Toulouse que sont assemblés les avions en utilisant les fameux, alors bon, pas les Beluga au début, mais d'autres avions. Vous pouvez admirer, en admirer un à Aeroscopia, donc allez-y, en plus il est ouvert, donc ces avions de transport qui permettent d'acheminer les différentes pièces des différentes usines européennes qui contribuent à la production de l'Airbus. Donc voilà pour cette première grande période. Oui, oui, mettre deux conteneurs, je sais pas. Oui, voilà, ça c'est Fabienne, je suppose. Externe, c'est toi, Fabienne. Oui, tu l'as mis à tout le monde ton message que oui, voilà, parfait, tout le monde en profite. Donc les fameux 222 pouces, en citant Roger Bataille. Merci, Fabienne. Alors la bibliographie, si vous l'allez plus loin, la bibliographie, elle est surabondante. Bon, il y a une centaine de livres sur Concorde. Je n'ai pas remis de livres sur Concorde, là, vous les trouverez facilement. Hein, sauf un petit livre sur Concorde, ou très modeste et sans photo, parce qu'évidemment, personne n'a voulu nous le sponsoriser. Mais au moins, comme on n'a pas reçu un centime, on a pu écrire en toute liberté et donc être très critique sur certains aspects du Concorde. Hein. Ça n'enlève rien à ses performances. Donc c'est avec les éditions Midi-Pyrénéennes, Bernard Sédène, qu'on a produit cela en français et en anglais. On prépare un numéro, un petit livre. C'est des petits livres qui se lisent facilement, qu'on peut transporter. Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais vous ne déplacez pas beaucoup. Mais quand c'est des tout petits livres qui se lisent facilement. Et on prépare un livre sur 1970. La collection s'appelle Cette année-là. Si vous voulez connaître l'histoire de Toulouse en détail à partir d'événements cruciaux, avec une année à chaque fois différente. Et là, on en prépare un donc, sur l'année 1970, donc la création du groupe Airbus. Parce que le premier accord franco-allemand est signé en 1969, mais le GIE Airbus a été vraiment créé le 18 décembre 1970, donc on fête les 50 ans cette année à la fin de l'année. Donc normalement, on espère que le livre, si l'imprimerie et les librairies rouvrent, sortir le livre cette année. Il y a eu un numéro spécial aussi, Toulouse des avions et des hommes, mais c'est un peu un collector, je crois qu'il est difficile à trouver maintenant, de la revue qui s'appelait à l'époque Midi-Pyrénées Patrimoine. Maintenant, cette revue s'appelle Le Patrimoine, hein, avec un numéro spécial Toulouse Mémoire d'avion. Celui-là, on doit pouvoir encore le trouver. Il y a tout un tas d'acteurs. Mes collègues et amis Marc-Daniel Seffert et Med Keshidi ont produit un avion, ont dirigé, pardon, pas produit un avion, ont dirigé un ouvrage sur l'aéronautique mondiale, acteurs et stratégie. Guy Jalabert et Jean-Marc Giuliani sur Toulouse, l'avion et la ville. Alors, c'est un petit peu ancien, mais ça reste très, très intéressant, surtout d'un point de vue historique, de faire le point à cette date-là, avec 3 étudiants de master, dont Maurice... ah non, lui, il n'était pas en master, pardon. 2 étudiantes de master et Maurice Zitnicki, ingénieur en informatique pour l'aéronautique. On a également rédigé cet avion sur les métiers de l'aviation. Vous trouverez aussi un chapitre sur l'histoire de l'aéronautique pour la première fois dans l'histoire de Toulouse et de la métropole, parce que c'est l'ouvrage universitaire de 800 pages qui est sorti récemment, là, en décembre 2019. Et jusque-là, il y avait eu 2 versions, tous les 20 ans à peu près, il y a une synthèse universitaire coordonnée par 1 ou 2 enseignants. Ça sort tous les 20 ans, il y a 17 auteurs dans cet ouvrage. Et donc, c'est très bien, vous avez le temps de lire en ce moment, profitez-en. Donc, cet ouvrage de 800 pages chez Privat se termine par un chapitre sur 100 ans d'aéronautique à Toulouse, coécrit par Jean-Marc Giuliani et moi-même, et donc qui vous permettent d'avoir une synthèse en, je sais plus, 20-25 pages, je crois, sur l'aéronautique toulousaine, et dans l'agglomération en général. L'histoire de l'armée de l'air, une nouvelle histoire de l'armée de l'air qui va sortir, où là on est tout un groupe aussi, que je salue, je ne sais pas s'ils sont arrivés sur le forum, mais bon, peu importe. Et puis vous avez l'ATCOR qui a fêté ses 100 ans, forcément, hein, et qui donc a demandé un ouvrage, et en nous donnant toute liberté, on a pu rédiger donc, cet ouvrage sur l'ATCOR. Après, vous avez une multitude d'autres ouvrages, donc profitez-en, lisez dans ce temps de confinement. Des sites internet gratuits où vous pouvez récupérer l'information en l'interrogeant par mots-clés ou par auteur. Vous avez le site du CNRS avec beaucoup d'articles en ligne. Donc ça s'appelle HAL, Hyperarticles en ligne. Et SHS, si vous voulez
plus spécialement uniquement des ouvrages de SHS. Vous avez academia.edu, qui lui est un site privé, je crois d'origine américaine, qui fonctionne surtout en anglais, mais on trouve énormément de choses aussi, et qui est ouvert au non universitaire, à la différence de HAL et de ResearchGate, qui est un site allemand mais qui travaille en anglais. Il faut avoir une adresse universitaire, mais en tant qu'étudiant, vous avez une adresse universitaire, donc vous pouvez même vous créer votre page sur ResearchGate ou Academia. Faites-le, hein, parce que les Français, les étudiants français sont en retard par rapport aux Scandinaves, aux Néerlandais, même aux Américains qui sont présents sur ces sites, qui lui apportent de l'information ou vont en glaner régulièrement. Donc profitez-en. Donc 3 sites gratuits, faciles d'accès, faciles d'utilisation aussi. Surtout Academia, je trouve, on trouve énormément de choses assez facilement. Bon, HAL, c'est aussi assez rigoureux, ouais. Merci beaucoup, Jean-Marc. Hein, oui, Olivier. Je reprends la main. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions qu'on pourrait poser? Alors, vous pouvez les poser les questions soit par chat, soit en reprenant le micro, comme vous voulez. Des choses sur lesquelles vous voudriez revenir. Merci pour votre attention. Juste à l'écran, vous avez le colloque qui est reporté, qui devait avoir lieu en mars, évidemment, qui a été reporté donc du 23 au 25 septembre 2020, qui aura lieu dans notre université à la Maison de la Recherche. Donc voilà le colloque avec, bien sûr, l'A300B en couverture. Donc c'est un colloque sur les débuts d'Airbus, en fait, vous l'avez bien compris. Et voilà le programme détaillé pour ceux qui voudraient aussi... Alors tu as une question qui t'est arrivée là, Jean-Marc, sur le chat. Voilà, allons-y. Comment voyez-vous le futur de l'aviation en général? Selon vous, quels seront les impacts du coronavirus sur l'aviation civile? Oh là là, oui. Alors nous, les historiens, on aime bien être historiens parce que bon, c'est plus facile de travailler sur le passé que sur l'avenir, hein. Bon, c'est sûr que là, il y a une période extrêmement difficile, en particulier pour Boeing, où les problèmes se conjuguent. Et sûrement que, oui, le transport aérien international ne va pas redémarrer aussi vite que cela. Ceci dit, je pense, et d'ailleurs il y a encore des interventions, un article dans Le Monde aujourd'hui, Guillaume Faury s'est exprimé aussi là-dessus, d'ailleurs Airbus continue à produire, hein. Donc on aura toujours besoin d'avions quand même, hein, même s'il y a le Stay on the Ground, il y a Greta, etc. Donc je travaille beaucoup sur la Scandinavie, et donc le mouvement de Stay on the Ground, je le connais bien, on l'étudie avec des collègues suédois et norvégiens. Après, dans certains cas, on ne peut pas remplacer l'avion par le train. Oui, le fameux Faxcam, oui, il y en a qui parlent suédois, c'est très bien. Ou rester, rester au sol. Donc, les avions progressent, consomment moins, font moins de bruit, alors pas assez vite, c'est vrai. L'avenir du transport aérien, je ne pense pas qu'il soit compromis. Ne revendez pas trop vite vos actions Airbus. Boeing, si, je pense que bon, là, déjà, tout le monde l'a fait. On sait que l'action est passée de 450 $ à, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, mais elle était retombée à moins de 100 $ à un moment. Elle a un peu remonté parce qu'elle est rachetée artificiellement par l'administration Trump et les fonds dont dispose Boeing. Mais pour Boeing, c'est vraiment très difficile, je pense. Hein, oui. Alors, à l'aide de l'État américain. Mais sur le sujet d'ailleurs, il y aura un conférencier, c'est Marc-Daniel Schiffers, qui va vous faire une conférence sur les crises dans l'aérien et en particulier la crise de Boeing 737. Il va regarder avec vous pourquoi il y a eu cette crise et les impacts de Boeing et ça peut arriver à Airbus. Donc ça, c'est d'ici un mois, vous aurez cette conférence. Toujours un risque, voilà. Mais bon, pour traverser l'Atlantique ou se rendre au Japon, il faudra toujours des avions. Et puis le mouvement Flixam ou Stay on the Ground, ne prenez plus l'avion, littéralement. Il est fort en Europe, il est moins fort aux États-Unis, et puis en Chine, au Japon, etc. Il est assez faible dans toute l'Asie, en Inde. Hein. Il y a toute une classe moyenne qui a envie de consommer, qui a envie de voyager. Bon, alors là, elle a perdu un peu cette envie, mais ça va revenir. Donc je ne pense pas que le transport aérien soit menacé, hein. C'est plus compliqué que ça. Alors, le vol supersonique, par contre, là, je suis pratiquement sûr que ce n'est pas pour tout de suite, hein, le retour au vol supersonique, parce que là, oui, ça pose un problème quand même environnemental, parce que les avions supersoniques doivent voler très très haut, en consommant beaucoup de carburant, et en faisant de gros dégâts au sommet de la troposphère, hein, près du plafond qui s'appelle la tropopause. Et là, ça a des conséquences environnementales graves. Donc, un supersonique civil de type Concorde, c'est pas pour tout de suite, hein. D'autres questions? Peut-être que Jean-Emmanuel peut parler de sa future intervention. Marc Daniel, je ne sais pas si Marc Daniel nous a rejoint. Il y a une question qui est arrivée là, sur la 300. Ah oui, alors pourquoi la 300 s'est démarquée des autres? Tout simplement le fuselage large déjà, hein, puisque les Américains utilisent des avions à fuselage étroit.
donc beaucoup moins rentable, des réacteurs aussi plus performants. Donc tout ceci a contribué à le rendre intéressant pour les compagnies aériennes. Tous les Concorde, si on caricature, ce que font parfois certains auteurs, c'est un avion d'ingénieur. L'Airbus A300B, c'est un avion de commerciaux, en quelque sorte. C'est l'avion qui a séduit les compagnies aériennes. Alors, Boeing avait plusieurs propositions. Alors, chronologiquement, il y a le 707, je pense, le 707, qui est un peu contemporain, hein, qui est un bon avion dans sa première version. Puis le 737 qui arrive aussi, mais qui n'a pas le fuselage aussi large, hein, mais qui va être un succès commercial, hein, parce que jusqu'à une date récente, quand même, le 737 et sa nouvelle version, le 737 MAX, c'était l'avion le plus vendu au monde, hein. Donc les Airbus, il a fallu attendre quand même la catastrophe du 737 MAX pour que le 737 soit en quelque sorte détrôné, hein. Il y a eu, je crois, 14 000 avions 737, un Boeing 737 commandé. Voilà, et là, pour la famille du 320, on est cette fois-ci à 16 000. Donc, Airbus est passé devant Boeing dans ce cadre-là. Autre question? Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à la fin de la période. Oui. Je voulais savoir si l'arrivée à Toulouse du CST, donc du Centre spatial toulousain, si l'arrivée de l'industrie du spatial en général, est-ce que ça a eu un impact sur l'industrie aéronautique ou pas vraiment? Oui, parce qu'il y a des échanges, hein, de compétences, hein. Donc, cette arrivée, cette décentralisation, c'est la fin des années 60, hein, comme vous le savez. C'est la réorganisation de l'espace industriel français, rééquilibré en quelque sorte, hein. Donc, c'est 1969, en faisant simple. Et oui, il y a beaucoup d'ingénieurs. Vous savez qu'Airbus, c'est un grand groupe, et que, bien sûr, il y a Airbus Commercial Aircraft, mais il y a aussi Airbus Defence and Space. Et des ingénieurs, des Airbusiens qui circulent d'un groupe à l'autre, et c'était vrai déjà dans le passé. Donc, il y a des compétences techniques qui se diffusent. Alors, elles ne sont pas toujours évidentes, hein, mais sur les matériaux, par exemple, sur tout un tas de choses, hein, sur l'électronique embarquée, sur les commandes électriques, etc. Mais bon, l'arrivée oui, du spatial à Toulouse en 69, c'est quand même pas décisif dans le développement de l'aéronautique. Mais par contre, ça a pu jouer un rôle important quand il y a eu des défis techniques à relever extrêmement difficiles. Et l'un des grands défis techniques que Airbus a dû relever, ça a été l'échec du 380, hein, vous l'avez vécu parce que vous êtes jeune, qui était le mauvais choix. Donc il y a eu le 340 aussi, hein, qui était le mauvais choix. Mais heureusement, il y avait le 330 parce que le 340 quadri-réacteur a été un échec commercial, et le 380 aussi, hein, vous le savez, on n'a pas passé la barre des 500. Et en fait, l'avion qui a tué le 380, c'est le 787 Dreamliner, des réacteurs, tout simplement parce que le choix d'Airbus de développer un gigantesque gros porteur qui allait pratiquer surtout des vols sur les hubs. Et ensuite, à partir des hubs, il fallait reprendre un avion pour atteindre sa destination finale si ce n'était pas un grand aéroport international. Ça s'est révélé un mauvais choix. Et donc, il a fallu très très vite qu'Airbus, pour rester présent dans les longs courriers, développe un avion du même type que le 787 Dreamliner, qui est un très bon avion, même s'il a connu des débuts difficiles, mais comme c'est un avion assez révolutionnaire, pas seulement par ses batteries, mais aussi parce que c'est le premier avion au monde à plus de 50% en composite, donc plus léger, etc., consommant moins, Airbus a dû développer en un temps record, alors qu'il n'y avait plus d'argent. Tous les investissements avaient été faits dans le 380, a dû développer en un temps record de 350. Et là, on a fait appel à des compétences. Je connais, bon, je ne peux pas donner les noms parce que ce serait un petit peu gênant, des ingénieurs qui venaient d'Astrium ou autres, pour répondre à votre question, et qui sont arrivés sur le programme 350, parce que très très vite, il a fallu faire un avion tout à fait nouveau, à plus de 50% en composite. Et à l'arrivée, le 350 est compétitif face au Dreamliner, au 787. Ça montre une grande maturité technique chez Airbus, qui n'est pas sans rapport avec l'existence d'une sorte de vivier de compétences dans tout un tas de domaines liés à l'aéronautique et au spatial.
Parce que le 350, bon, aujourd'hui, en vente, rattrape et même dépasse le 787. Ce qui permet à Airbus d'être présent sur le créneau des longs courriers. Bon, mais merci beaucoup Jean-Marc, il est 19h30. Peut-être Jean-Emmanuel, tu veux nous parler de ta conférence dans 15 jours? Et oui, c'est la semaine prochaine même sur mardi prochain. Mardi prochain sur l'histoire des aéroports. Mardi prochain, c'est pas les IENAC, c'est une autre promo. Après, ce sera le jour. C'est pour plus tard. J'en ferai une la semaine prochaine, mais pas pour les mêmes. Effectivement, ce sera sur l'histoire des aéroports parisiens. Donc le Roissy, Orly, le Bourget. Voilà, donc le Bourget, il y a le musée de l'air et de l'espace, évidemment, où effectivement nous avons bien 2 Concorde, hein, comme chez Aéroscopia. Donc il y a 2 musées au monde qui ont 2 Concorde. Il y a Aéroscopia et nous, donc le Bourget. Et au Bourget, donc, nous avons le prototype 001, donc le tout premier Concorde qui a volé le 2 mars 69 à Toulouse. Voilà, donc lui, il est arrivé en octobre 73 au Bourget, et donc on peut monter à bord. Et on a aussi donc le dernier d'Air France, le Sierra Delta, qui a volé jusqu'en mai 2003 et qu'on a récupéré donc quelques jours après. Il est arrivé donc au Bourget, et depuis donc il est visitable. Pas en ce moment évidemment, mais en tout cas on peut monter à bord des 2 Concorde. Et puis dans quelques temps, on a le 380, donc chez Aéroscopia, il est déjà prêt, hein, donc à Toulouse, c'est fait. Nous, on en a aussi un, donc qui sera ouvert, mais un peu plus tard. Voilà, ça demande plus d'aménagement. En plus, nous sommes sur un aéroport en activité. Il y a le salon du Bourget tous les 2 ans, donc c'est plus compliqué à mettre en place. Mais dans l'histoire des techniques, en tout cas, Aéroscopia et nous avons des avions essentiels, hein, le 380, le Concorde, voilà. On a un 747 aussi, hein, ça on a un 747 d'Air France, donc au Bourget. Donc en tout cas, je vous parle donc la conférence donc dans 2 semaines sera sur les aéroports parisiens. D'accord. Les aéroports parisiens, donc du Bourget en 1919 jusqu'à Roissy. On parlera un peu peut-être de l'actualité, l'histoire du terminal 4 à Charles de Gaulle, le fameux terminal 4. Avec tout ce qui se passe en ce moment, peut-être que ce sera remis en cause, ce grand projet de Terminal 4. On en reparlera bien dans 15 jours, de toute façon. Voilà, c'est pas une histoire, je suis d'accord avec Jean-Marc, nous on est historiens, hein, donc voilà, c'est plus pratique. Mais Oui, voilà, c'est plus facile. Ouais. c'est plus pratique. Mais en tout cas, Oui, qui dit que quel que soit l'événement historique qui s'est produit, vous trouverez toujours un historien pour vous expliquer que c'était inévitable. Mais pour l'avenir, on est moins bon. c'est ça. On parlera peut-être un peu d'avenir, hein, effectivement, c'est intéressant cette question du Terminal 4. Voilà. Oui. Merci bien, merci beaucoup donc vous tous les élèves d'être venus, c'est vraiment très chouette, on est monté à 79 participants. Donc la semaine prochaine, rendez-vous jeudi prochain, on va étudier la Première Guerre mondiale avec Zachary Boubli, qui est un jeune historien de 25 ans, agrégé, qui est passionné par les histoires d'avions de la Première Guerre mondiale et surtout de pilotes complètement fous qui avaient à cette époque-là. Donc rendez-vous jeudi prochain, même heure. Mercredi prochain, pardon. Mercredi, on est jeudi. Oui, Jeudi, là. Jeudi prochain, alors. Merci à toi, Olivier, pour cette organisation sans faille. Ça marche.